Chapitre 21. Durant la préparation de la planète qu'habiteraient les hommes des mers, Atum se rendit compte qu'il serait intéressant de créer une nouvelle espèce en fonction des attributs d'une planète déjà existante. La terraformation ne l'intéressait plus du tout, car son exécution n'était à l'origine d'aucun défi, et donc d'aucun apprentissage. À vrai dire, la tâche lui était pénible, car aucun de ses robots n'avait la base de données nécessaire pour créer une planète de A à Z. Chaque élément devait être recueilli en se basant sur des quantités précises et mélangé aux autres par des procédés particuliers qui échappaient à leur compréhension par leur complexité. Bref, seul un Elohim connaissant l'univers comme sa poche était capable de maîtriser les éléments avec une habileté suffisante pour terraformer une planète. Atum tenta de trouver un moyen permettant de construire une base de données nécessaire à la terraformation, mais cela était impossible étant donné la nature même des robots. Leur manque d'initiative était un obstacle de taille, puisqu'Atum les empêchait de répliquer ce qu'avaient fait les Elohim durant leurs années d'errance. La seule méthode possible, auquel Atum songea, fut donc de connecter sa mémoire à une base de données, mais cela était impossible puisqu'il était immatériel. Il savait que le transfert d'informations du cerveau d'un être organique à un être électronique était possible si le cerveau en question était suffisamment avancé, mais Atum n'était plus un être organique, et aucun Elohim ayant le même savoir que lui ne l'était. Face à cette impasse, il décida donc tout simplement de créer une espèce à partir d'un environnement déjà existant. En l'occurrence, il était question d'un monde recouvert d'eau et de dimensions terrestres, se trouvant dans le même système planétaire que celui des hommes des mers. Mais contrairement aux planètes des deux expériences précédentes, l'eau qui s'y trouvait n'était pas liquide, mais gelée. De plus, un unique continent se trouvait sur la planète de glace et recouvrait un quart de son étendue. En plus des hommes des glaces, Atum manipula génétiquement de nombreuses espèces terriennes afin de les ajouter à ce qui constituerait bientôt un écosystème complet et viable. La température sur la planète étant d'une centaine de degrés Celsius en dessous de zéro, ce qui compliqua l'adaptation des espèces plus petites qui ne pouvaient pas, à première vue, se permettre de gagner du poids afin de survivre aux conditions climatiques de leur nouvel environnement. Une fois que tout fut mis en place, les hommes des glaces furent ajoutés à l'ensemble. Ceux-ci ne furent que sommairement modifiés en comparaison avec les deux espèces entièrement biologiques précédentes. Ils étaient des bipèdes poilus et imposants, comme leurs ancêtres les gorilles, mais possédaient une posture plus similaire à celle des humains. Sous leur grosse carcasse, pouvant aisément atteindre 2 mètres de hauteur, les hommes des glaces avaient un cerveau aussi avancé que celui des humains. Mais comme les hommes des marais et les hommes des mers, ils durent repartir une civilisation de zéro. Heureusement, les conditions environnementales de leur planète étaient plus rudes que tout ce qu'avaient vu les autres fils d'Adam, ce qui permit une croissance d'autant plus accélérée. Chapitre 22. Atum était satisfait du résultat final qu'avait donné son projet d'homme des glaces. Grâce à lui, il était parvenu à créer un écosystème bien plus riche et avancé que dans ses créations précédentes. Pour la planète des hommes des marais, comme pour celle des hommes des mers, l'écosystème qui avait été placé autour des créatures d'Atum était simplement constitué d'êtres vivants déjà existants sur la Terre. Dans le cas des arbres fruitiers, qui permettaient l'alimentation des hommes des marais, Atum avait effectué des modifications de moindre importance afin de leur permettre de croître dans les eaux peu profondes. Mais il n'avait pas poussé la manipulation génétique plus loin pour les vivants, autres que les humains et leurs descendants. Pour les hommes des glaces, Atum avait dû faire des modifications sur toutes les espèces qu'il plaça avec eux. Un froid aussi glacial que celui qui se trouvait sur cette planète ne pouvait être enduré facilement, et Atum avait donc été obligé de modifier chaque espèce un par un afin de permettre leur survie. Puisque l'eau était entièrement glacée, aucun animal marin n'avait pu être intégré et seules quelques rares espèces aériennes furent introduites. Pour le reste, tous avaient un mode de vie uniquement terrestre, ce qui ne laissa pas beaucoup de place à la diversité d'après Atum. N'étant pas complètement satisfait, il décida d'ajouter des hommes des airs à la planète gelée. Il n'avait encore jamais laissé 2 sous-espèces humaines entrer en contact et fut donc intéressé de voir le résultat d'une telle expérience. En réalité, Atum n'avait encore jamais fait cette expérience pour 2 raisons. La première était qu'il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui arriverait.
Il était possible que les deux races tentent de s'unir et que le résultat de cette union ne soit pas désirable. Atum ne s'était pas préparé à une telle éventualité, et il était possible que le mélange entre deux sous-races puisse effectivement donner naissance à des monstruosités à mi-chemin entre les deux sous-espèces manipulées. Pire encore, ces monstres pourraient être fertiles à leur tour, créant ainsi une lignée d'abominations. La deuxième raison était complètement opposée à la première. Il était possible que les deux races ne s'unissent pas, mais qu'au contraire, elles se repoussent violemment. Pour l'instant, les créatures d'Atum étaient encore toutes peu développées et ne formaient pas encore une civilisation à proprement parler. Mais une fois que ce serait le cas, nul ne sait à quelle atrocité ils pourraient s'adonner dans le but de mener les autres à leur perte. C'est donc avec un intérêt mêlé de réticence qu'Atum créa les hommes des airs. Ceux-ci étaient de grands volatiles mystérieux, capables de planer longuement dans des blizzards agités de la planète, sans même ressentir le froid. Une couche de plumes avait été placée par-dessus une épaisse couche de graisse, ce qui leur permettait de voler peu importe les conditions climatiques. Afin de supporter le poids des hommes des airs, deux grandes ailes velues étaient venues remplacer les bras humains. Ils avaient peu de contact avec les hommes des glaces, mais ils étaient mutuellement au courant de leur existence. Les rares interactions entre les deux races que put observer Atum, alors qu'il était encore intéressé par ses créations, n'indiquèrent aucun intérêt ni aucun dégoût profond à l'égard de l'autre. L'instinct animal qui avait ressurgi face aux arides conditions qu'offrait la planète était suffisante pour que les deux espèces n'aient aucune intention l'une envers l'autre. Rassuré, Atum consentit à laisser sa création ainsi et repartit là où il avait laissé son vaisseau laboratoire pour se plonger dans un autre projet de manipulation génétique. Chapitre 23. Après les sous-espèces humaines plus traditionnelles que créa Atum, vint une race entièrement nouvelle qui ne s'inspirait pas de la vie terrestre, mais plutôt de son futur possible. Atum savait pertinemment qu'avant d'être un Elohim, il avait appartenu à une espèce bien moins développée, les Hélios. En réalité, sa transition vers une forme de vie plus développée et permanente n'avait rien à voir avec les manipulations génétiques et l'évolution, mais relevait plutôt de la technologie. Au moment de sa dématérialisation, la technologie qu'avaient développée les Hélios avait atteint un point culminant, ou du moins, c'est ce qu'avait songé Atum à l'époque. Après plusieurs milliards d'années d'existence, Atum était maintenant capable d'anticiper les avancées et les découvertes qu'auraient pu faire les Hélios dans un univers alternatif où la guerre et leur extinction n'avaient pas eu lieu. Il pouvait percer les ténèbres de cet ancien futur qui n'était jamais arrivé avec une lucidité telle qu'il pouvait à lui seul imaginer ce qu'ils seraient devenus s'ils avaient survécu jusqu'à maintenant, et plus loin encore. Atum avait étudié l'histoire de ses ancêtres lors de son bref retour sur sa planète natale, et il avait pu discerner des motifs dans la manière dont se comportaient les civilisations, ce qui lui permettait à la fois de voir le futur et le passé d'une population donnée. En outre, il avait pu, avec ses capacités intellectuelles quasi infinies, établir une prédiction infaillible des naissances à venir, et était capable de voir le futur de ces individus, de sorte que chacune de leurs actions pouvait être prévisible. Ce que certains appelaient le destin s'était dévoilé aux yeux d'Atum. Toutefois, ce don qui lui permettait de voir l'avenir avait ses limites. Il était peut-être capable de voir avec exactitude l'avenir d'une espèce isolée, et pouvait aussi le mettre en relation avec l'écosystème entier dans lequel il vivait, mais il était incapable de voir l'avenir à une échelle galactique, et encore moins universelle. Toutefois, un domaine dans lequel pouvaient s'étendre ses capacités d'anticipation était celui des avenirs alternatifs. Il n'y avait qu'un seul avenir pour les Hélios, et c'était celui qui les avait menés à leur perte. Néanmoins, en modifiant mentalement ne serait-ce que le destin d'un seul individu, Atum pouvait observer des conséquences gigantesques. En omettant la conception d'une personne, Atum pouvait imaginer un monde où la guerre entre les Hélios ne s'était jamais déclarée. À partir de l'un de ces univers alternatifs, il vit ce qu'aurait pu devenir la race qui l'avait mis au monde. L'une des conséquences les plus frappantes de ce changement virtuel empêchait la race d'arriver à la dématérialisation. Puisque la guerre ne vint jamais, les avancées technologiques faites durant celle-ci prenaient plus de temps à être faites, tandis que d'autres ne survinrent tout simplement jamais, faute d'une utilité. Dans ce monde, les Hélios ne ressentaient pas le besoin de fuir la guerre,
ni de l'enflammer à l'aide d'armes dévastatrices. Les découvertes se faisaient donc dans des domaines scientifiques laissés de côté dans le monde réel, tels que la cybernétique et la bionique. En développant ces disciplines, les Hélios auraient éventuellement subi un changement physiologique permanent qui leur aurait permis une plus grande durée de vie, ainsi que des capacités physiques hors du commun. C'est à partir de cette prémisse qu'Atum créa les hommes de l'espace. Chapitre 24. Les hommes de l'espace furent une sous-race complètement différente des autres, puisqu'elle dépendait entièrement de la technologie pour survivre. Mais cette technologie n'était pas n'importe laquelle. Atum avait accès à toutes les technologies passées ou futures des Hélios, ainsi que des humains, grâce à la préscience. Plus l'avenir qu'il regardait était loin, plus le risque d'erreur augmentait, car les spéculations devenaient exponentiellement moins fiables. Il ne fallait qu'une seule négligence pour que l'avenir réel soit entièrement différent de l'avenir qu'Atum croyait véridique. Ainsi, plus il allait loin dans le futur, plus ce qu'il voyait était déconnecté de la réalité. Mais cela n'empêchait pas cet avenir factice d'être intéressant. Les erreurs de calcul qu'il faisait amenaient une part de poésie à ce qu'il anticipait. Grâce à celle-ci, il pouvait imaginer des technologies, des langues, des découvertes et des cultures qu'il n'aurait pas cru pouvoir inventer consciemment. Ces anticipations erronées étaient comme de ces rêves étranges que faisaient les humains pour ensuite se réveiller, sans être capables d'identifier les associations d'idées étant à leur origine. Cela pouvait seulement arriver lorsque le sujet ne s'y attendait pas. Comme pour les rêves, les visions factices de l'avenir qu'avait Atum ne pouvaient pas être reproduites consciemment, puisqu'elles se produisaient à l'aide d'une partie de l'âme éloignée, voire inaccessible. C'est à partir de l'une de ces visions qu'Atum inventa les hommes de l'espace. La technologie utilisée parvenait d'un futur alternatif des humains, tellement éloigné dans le temps qu'il n'avait aucune chance de se réaliser un jour. Atum serait donc à jamais le seul à l'utiliser. Dans sa forme fétale, l'homme de l'espace était en tout point semblable à un être humain normal. Ce fœtus était fécondé et élevé artificiellement dans un dispositif particulier qui s'imbriquait alors éternellement au fœtus. Sa croissance n'était pourtant pas stoppée, ni même ralentie. Elle était tout simplement altérée, de sorte que l'individu devenait adapté à son corps technologique. Le corps en question était simplement un vaisseau de 2 mètres de longueur, dans lequel était encastré un corps humain. Ce vaisseau était hermétiquement fermé et seuls les ravitaillements, en oxygène et en nourriture, permettaient un contact avec l'extérieur. Ces 2 éléments essentiels à la vie humaine avaient été réduits à leur strict minimum, puisque les hommes de l'espace ne faisaient aucun effort physique de leur vie. Ils étaient alimentés et oxygénés par 2 orifices à l'arrière de la coque du vaisseau, qui étaient reliés à un réservoir lui-même connecté à un tube, qui allait directement au poumon ou à l'estomac de leur hôte. Le système permettant la vie des hommes de l'espace était entièrement robotisé et autonome. Il alimentait toute l'espèce sans jamais manquer de quoi que ce soit, ce qui permettait aux hommes de l'espace de ne jamais se soucier de leur survie. La vie de cette étrange espèce ne consistait donc qu'en une errance sans fin dans le vide abyssal de l'espace. Le moteur des vaisseaux des hommes de l'espace était excessivement faible et leur permettait une vitesse maximale de 5 km/h. Atum avait prévu le coup et les avait déposés au beau milieu d'un vide intergalactique reculé, de sorte que la race ne pourrait jamais rejoindre les autres ersatz humains. Les distances étaient trop grandes, et les hommes de l'espace se virent donc dans l'obligation de stagner dans les terres, en attente d'un sauveur qui viendrait les libérer de leurs conditions atroces. Chapitre 25. Après avoir créé les hommes de l'espace, Atum vit qu'il s'était attardé à la question des manipulations génétiques pendant plus d'1 millier d'années, et qu'il commençait à être épuisé. Pendant tout ce temps, il ne s'était pas arrêté une seule seconde afin de se reposer. Son âme avait été en constante activité et s'était presque uniquement concentré sur la création de sous-espèces. Les besoins physiques n'étaient plus un problème pour les Elohim depuis bien longtemps, mais il restait des besoins psychologiques à répondre. La liste était courte, car la sagesse et la maîtrise d'eux-mêmes qu'ils avaient développées en avaient éliminé un grand nombre. Après tout ce temps et malgré ses capacités quasi divines, Atum avait besoin de repos.
Pendant le siècle qui suivit cet instant, il resta inactif, comme un ours en hibernation. Son âme flottait en apesanteur dans le vide intersidéral, sans jamais bouger, ni mettre ses méninges immatériels en action, ne serait-ce que pour quelques secondes. Voyant que leur maître n'avait plus besoin d'eux, les robots et leur flotte purent enfin s'éteindre complètement. Les robots chirurgicaux qui avaient été au cœur des projets d'Atum n'avaient cessé d'être en fonction. Au fil du temps, les besoins d'Atum s'étaient spécialisés et les robots étaient devenus désuets. Ils avaient donc été remplacés à de multiples reprises par des robots toujours plus performants. Cette création constante de nouveaux robots avait été presque entièrement automatisée à l'aide d'autres robots qui n'avaient eux aussi pas eu une seule seconde de répit. Une usine à robots gigantesque avait été construite à l'intérieur d'un des vaisseaux de la flotte. À vrai dire, ce vaisseau avait déjà pour but de créer des robots, mais la machinerie était devenue désuète, à un tel point qu'on avait dû tout jeter pour ensuite conceptualiser un nouvel arsenal robotique, mis au goût du jour. En plus de cela, un personnel diversifié avait été assigné à la tâche générale de la création de nouveaux robots. Il fallait une machine pour chaque pièce, puisqu'un seul modèle de robot pouvait être nécessaire en une centaine d'exemplaires. Ces machines devaient être entretenues par des robots, tandis que d'autres devaient s'assurer de la qualité du produit. En outre, des robots avaient pour tâche de récolter les ressources naturelles nécessaires à la fabrication d'autres robots, ce qui nécessitait évidemment d'autres machines fabriquant ces robots. Ainsi, une chaîne sans fin de robots et de machines se succédait afin de subvenir aux besoins d'Atum, et lorsque le jour vint où celui-ci disparut subitement, tout put être arrêté. Mais contrairement à leur repos précédent, lors de la période d'errance de leur maître, les vaisseaux n'étaient pas aussi bien aseptisés. Une grande partie du matériel avait été contaminée par la présence des humains et des animaux sujets aux expériences d'Atum. Si la déchéance ne les avait pas atteints durant les milliards d'années où ils avaient été inactifs, il ne fallut qu'une centaine d'années afin de leur causer des dommages, cette fois-ci. Les deux vaisseaux qui souffrirent le plus de l'infection furent le vaisseau chirurgical et la garderie. D'autres bâtiments de la flotte furent aussi atteints, tels que les vaisseaux d'entretien et quelques navettes, mais les dégâts étaient minimes et la plupart des pièces sur ces vaisseaux furent récupérables. Pour ce qui est des deux vaisseaux les plus infectés, Atum se vit dans l'obligation de les jeter complètement après son réveil. Chapitre 26. Les hommes métalliques se développèrent à une vitesse encore jamais observée dans la galaxie. Les barrières qu'avaient dû affronter les races humaines n'étaient pas un problème pour eux. Ils possédaient un corps encore plus efficace que n'importe quelle autre sous-espèce humaine, et leur intellect avait été considérablement amélioré. Ils n'avaient donc aucunement besoin d'attendre que l'évolution fasse son effet. Lorsqu'ils atterrirent sur Kepler 69c, les hommes métalliques furent dispersés à travers les continents de la planète. La faune et la flore terrestre avaient été envoyées au préalable, comme à l'habitude, et tout s'était déjà développé de façon considérable. Certes, les arbres étaient encore maigres et peu nombreux, mais ils n'allaient pas tarder à se multiplier. Les hommes métalliques commencèrent tout de suite à réinventer la technologie humaine dès la première semaine et découvrirent le feu. La semaine suivante, les outils de pierre et de bois furent perfectionnés et utilisés pour ériger les premières maisons. Ce fut alors le tour de l'agriculture la semaine suivante, et au bout du mois, les hommes métalliques se réunirent pour leur première assemblée démocratique. Le progrès fut donc décuplé à une vitesse incroyable. Les hommes métalliques étaient tous exceptionnels et les inventeurs de génie étaient légion parmi eux. Au bout de l'année, les hommes métalliques avaient établi un commerce mondial entre chaque État de la planète. Leur propre anatomie leur avait permis de découvrir la robotique avancée d'Atum. Ils avaient dompté cette technologie et avaient inventé des robots à leur service, ainsi que des machines de toutes sortes se basant sur cette découverte. Les hommes métalliques établirent donc une civilisation avancée en moins de temps qu'il n'en fallut à Atum pour les créer. Après une année, ils avaient atteint le niveau de technologie des humains originaux à l'époque contemporaine. Ainsi, leur montée fulgurante les amena jusqu'aux étoiles, puisque, après 14 mois d'existence, les hommes métalliques firent leurs premiers pas dans l'espace. Kepler 69c avait 3 satellites, et tous furent explorés et colonisés dans la 2e année. Au même moment,
les hommes métalliques amélioraient leur propre corps afin d'optimiser leurs membres métalliques. Ceux-ci devinrent rapidement pour eux le signe de leur intelligence. Ils avaient bien vu que nul autre vivant ne fusionnait avec le règne minéral comme eux. Ainsi, ils attribuèrent leur intelligence aux métaux qui les constituaient. Alors que la colonisation spatiale de leur système planétaire connaissait son âge d'or, les hommes métalliques inventèrent leur première religion, le minéralisme. Tout au long de la conquête spatiale des systèmes planétaires voisins qui s'ensuivit, le minéralisme se développa à travers les divers peuples et cultures des hommes métalliques. Cette nouvelle religion incitait les fidèles à se payer des opérations chirurgicales afin d'augmenter leur capacité en remplaçant certaines parties du corps par une version robotique plus efficace. Les prêtres encourageaient plus précisément l'acquisition de nouveaux bras et de réacteurs de propulsion aux pieds afin de voler. Rapidement, la majorité des hommes métalliques firent ces deux améliorations, de sorte qu'une partie de l'espèce fut différente, autant visuellement que techniquement, ce qui scinda l'espèce en deux hommes, les hommes métalliques et les Talosiens. Cette séparation créa de nombreux conflits moraux entre les deux factions, ce qui n'augurait rien de bon pour l'avenir de ces deux espèces. Chapitre 27. Après plus ou moins un siècle, Atum se réveilla. Son sommeil différait grandement de celui d'un être physique, puisqu'il était complet. Il n'y avait aucun signe vital tangible permettant de savoir si un Elohim était encore en vie lorsqu'il dormait. Ainsi, seuls les Elohim eux-mêmes étaient capables de s'assurer que leurs congénères étaient en vie lorsqu'ils dormaient, puisque leur âme était encore percevable. Même si ce sixième sens pouvait sembler utile en théorie, aucun Elohim ne s'en servait en pratique, puisqu'il ne faisait aucun doute que tous les Elohim étaient vivants. L'unique scénario connu des Elohim qui pourrait éventuellement leur mener à leur perte était l'entropie, mais lorsque celle-ci surviendrait, tous seraient ensemble pour y assister. Pendant longtemps, les Elohim avaient songé à des processus permettant d'inverser l'entropie et de créer de la chaleur à partir de rien, mais aucune élucubration de ce genre n'avait mené à des résultats concrets. La lutte contre le refroidissement universel n'était pas terminée. Bien au contraire, mais chaque seconde qui passait était une seconde de perdu pour les Elohim, et cette simple idée les hantait profondément. Ils savaient tous pertinemment qu'à ce point dans leur pérégrination, ils auraient déjà dû avoir trouvé un moyen d'empêcher la faim. Ils savaient aussi que, de jour en jour, les opportunités d'apprendre de nouvelles choses se faisaient de plus en plus rares, et que, s'il était possible d'inverser l'entropie, le moyen pour y parvenir se cachait là où ils ne s'étaient pas encore aventurés, c'est-à-dire dans le reste du cosmos. Depuis l'instant où Atum avait opéré un demi-tour pour revenir sur sa planète natale, jusqu'à ce jour, d'autres Elohim avaient poursuivi leur exploration de l'univers. Quelques nouvelles planètes habitées par des êtres primaires avaient été découvertes, mais rien de réellement nouveau ne s'était présenté. Rien qui pouvait les aider dans leur quête impossible n'avait été découverte de ce côté. Pire encore, personne n'était parvenu à trouver les limites de l'univers. Des galaxies éloignées se succédaient éternellement, sans qu'on puisse voir le grand mur du vide, là où tout se terminait et laissait place au silence infini. L'existence même de ce mur de vide métaphorique était contestée parmi les Elohim. À partir de leur vaste connaissance, c'était la théorie la plus plausible. Mais de nombreux Elohim refusaient de l'accepter, car la réalité de leur solitude était trop dure à supporter. Ils étaient confinés dans un bocal gigantesque et ne pouvaient atteindre les parois. Avec un peu de chance, les 4 murs qui les confinaient étaient faits de vitres. Ils pourraient y voir au travers. Autrement dit, l'endroit où se terminait le cosmos était peut-être l'emplacement où commençait un autre univers, ou plus précisément, le monde qui avait donné vie au Créateur. Au fil du temps, cette croyance infondée, mais tout de même possible, s'était installée dans les âmes de certains Elohim. Leur réalité était peut-être une simulation, elle-même contenue dans une simulation, à son tour contenue dans une simulation, et ce, à l'infini. En d'autres mots, l'univers connu des Elohim pouvait être l'invention d'un être supérieur habitant dans un monde auquel il serait impossible d'accéder en passant par l'extrémité de leur univers. Leur mur du vide ne serait donc que le début d'un autre univers contenant le leur.
Ainsi, les Elohim espéraient se trouver dans un aquarium duquel il suffisait de sauter pour en être délivré. En se basant sur cette théorie, on pouvait avancer que l'entropie était un concept factice qui établissait une date d'expiration au cosmos et qu'il suffisait de le quitter pour y survivre. Si cette théorie permettait un espoir temporaire chez certains Elohim, les autres prévoyaient une fin plus nihiliste, croyant que rien n'existait en dehors de notre univers. Mais pour l'instant, les Elohim pouvaient dormir sur leurs deux oreilles. Et c'est ce que fit Atum. Après un sommeil bien mérité, celui-ci se remit au travail. Chapitre 27. Si le sommeil matériel était bien différent de celui connu des humains, il renfermait tout de même des rêves. L'âme avait la capacité de former des rêves comme le cerveau en était capable. Toutefois, le contenu des rêves de l'âme était différent des autres. Prémonitions, songes, rêves créatifs et visions faisaient partie des types de rêves spirituels les plus communs. Certains êtres vivants matériels avaient la capacité de produire des rêves spirituels, mais seuls les Elohim pouvaient en faire autant. De plus, leurs rêves avaient la capacité de consciemment les inciter à survenir. Cela ne fonctionnait pas à tous les coups, en raison de la complexité de l'abstraction et de la fragilité du processus. Un humain ne pouvait parvenir à une telle maîtrise des rêves, car le temps qui lui était donné sur Terre n'était pas suffisant. Atum avait cette capacité et parvint à rêver durant son siècle de repos. Pendant tout ce temps, il parvint à générer de nombreux rêves épars. La plupart étaient des rêves créatifs, mais n'avaient aucun sens et étaient le fruit d'associations d'idées sans connexion tangible ou logique, ce qui donnait des ensembles singuliers, mais sans réel intérêt. D'autres étaient des rêves prémonitoires. Pour le commun des mortels, les prémonitions étaient d'une grande utilité. Ils se présentaient rarement, mais dans les rares cas où ils en faisaient l'expérience, leur entourage y prenait souvent beaucoup d'intérêt et devenait alors plus réceptif. À l'inverse, les Elohim n'en avaient aucunement besoin en raison de leur prescience, qui pouvait aller bien au-delà des limites temporelles des songes. Lorsque l'un d'eux en avait un, il était donc rapidement oublié, puisque son contenu était déjà connu du sujet. Le type de rêve qui intéressait le plus Atum était le rêve logique. Celui-ci fouillait dans la mémoire du sujet et ramenait des souvenirs anciens qui n'avaient pas eu d'utilité depuis longtemps et qu'on avait cru oublier. Grâce à eux, certains pouvaient faire de nouvelles réalisations, capables de répandre la confusion comme ils pouvaient amener l'ordre. Les Elohim étaient âgés, et cela pouvait parfois leur faire du tort. Leurs pensées se figeaient et devenaient imperméables à certaines idées, jugées trop impossibles pour être considérées. Ces rêves créatifs arrivaient alors à les raisonner sur certains sujets, ou du moins, parvenaient à influencer leur psyché et à la pousser vers des directions encore jamais explorées. Certains Elohim s'adonnaient donc souvent à des périodes de repos prolongées, dans le but de faire un ménage d'idées, leur permettant des approches neuves sur des sujets auxquels ils réfléchissaient depuis trop longtemps. C'est exactement ce genre de recul que parvint à obtenir Atum. Ses projets s'étaient peu à peu homogénéisés et ne présentaient plus d'innovation sérieuse. Mais un rêve vint bousculer ce qui était devenu une habitude. Dans ce rêve, Atum imagina un moyen de contrôler l'âme par le biais du génome humain. Chaque instant d'une opération fictive lui fut révélé, de sorte qu'à son réveil, tous les éléments lui permettant de l'effectuer étaient encore frais dans sa mémoire. Chapitre 28. En se réveillant, Atum constata que l'état du vaisseau chirurgical s'était dégradé en raison de l'inaction des robots. En réalité, il n'avait pas prévu ce contretemps, mais cela l'importuna peu. Rapidement, un second vaisseau chirurgical fut construit à partir du même modèle que le précédent, et de nouveaux robots furent à leur tour construits pour naviguer. Dès que tout fut prêt, Atum fit amener de nouveaux sujets fraîchement cueillis de la terre et commença ses expérimentations. Pendant quelque temps, Atum chercha l'endroit où se trouvait l'âme dans le génome. Pendant ce temps, il fut assailli de nombreux doutes, car son existence même remettait en question la matérialité de l'âme. Sa principale théorie était que l'ADN était un vecteur d'information ayant un contact direct avec l'âme. Par l'entremise du génome, on pouvait donc la modifier. L'étendue de ses capacités était encore inconnue à Atum,
mais il savait pertinemment qu'elle possédait des limites précises ne pouvant être bousculées. Une chose du moins était certaine, à ses yeux. Il n'y avait aucun moyen plus précis de modifier l'âme que par celui de la manipulation génétique. Au bout de quelque temps, les robots identifièrent l'information relative à l'âme aux alentours du 14 800e gène, dans le 17e chromosome. Le gène en question pouvait se trouver plus près ou plus loin dans le génome, dépendamment du sujet, mais à partir des données déjà récoltées, retrouver le segment d'ADN en question dans n'importe quel humain était tout de suite une tâche plus aisée. Lorsqu'Atum survola le segment en question, il ne trouva aucune information particulièrement intéressante. Peut-être aurait-il pu y avoir des indications quant à ce que devenait l'âme après la mort, mais malheureusement, rien d'aussi révélateur ne fut retrouvé. Au contraire, Atum s'étonna de la faible quantité d'informations qu'il pouvait avoir au sujet de l'âme à partir de l'ADN. Cette information ne permettait qu'une dizaine de modifications concernant la connexion qu'avait l'âme à son enveloppe corporelle. En voyant cela, une profonde déception s'empara d'Atum. Le rêve auquel il avait mis tant d'énergie à concrétiser n'avait été qu'un embellissement de ce qu'il avait réellement découvert. Ce qu'il avait cru être une vision de son propre futur n'était enfin qu'un rêve créatif, ayant un faible lien avec la réalité. Dans un élan de colère, Atum effectua une manipulation génétique sur une poignée d'individus et les envoya avec quelques autres animaux sur une planète présentant suffisamment de similitudes avec la Terre pour qu'ils puissent survivre et se multiplier jusqu'à en peupler toute l'étendue. Toutefois, la nature de cette modification était bien différente de celle qu'il avait faite auparavant. Il n'était plus question de modification de la taille, des membres, du moyen de transport ou de l'intellect. Il n'était ni question de modification physique, ni de transformation mentale, mais bien d'un changement spirituel. Sans même remettre en question ses actes, Atum décida d'enlever toutes les connexions entre l'âme et le corps. Ainsi, une race de genre complètement différent naquit de la fureur d'Atum. Une race en tout point semblable aux humains, la créativité et la pensée, en moins, que l'on appela les anthropomorphes. C'étaient des êtres intelligents mais vides, des êtres viables mais dépouillés de leur personnalité, des êtres sociaux mais dépourvus d'amour. Irrité, Atum détruisit son vaisseau chirurgical nouvellement construit et mit un terme définitif à ses expérimentations, renonçant à aller voir les humains et leurs descendants pour le restant de ses jours dans l'univers, ou autrement dit, jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent et que l'entropie l'emporte. Si cette réaction peut sembler excessive au lecteur, c'est qu'il personnifie Atum en un être matériel agissant en fonction des lois régissant la vie des mortels. En vérité, il est difficile de comprendre ce qui le fit agir ainsi, car Atum était une entité plusieurs fois millénaire, n'ayant plus aucun contact physique avec l'univers matériel depuis des millions d'années. La valeur qu'il accordait aux choses nous est donc tout à fait inconnue et déconnectée de nos standards, ce qui empêche toute tentative de compréhension de ses actes. Chapitre 29. Tout au long du processus de création de ces diverses humanités, les grands anciens avaient attentivement observé l'intrigue se dérouler sous leurs yeux. Depuis la création de la Terre par Atum, leur puissant regard s'était posé sur Atum. Ils l'avaient regardé former les humains à travers le processus évolutif comme nul autre ne l'avait fait auparavant. En ce temps, la vie était plus abondante qu'elle ne l'avait été avant le sommeil des grands anciens. Ainsi, Atum avait eu accès à un plus grand savoir sur le fonctionnement de la vie qu'eux, et avait pu, à l'aide de sa préscience, observer que l'évolution faisait converger toutes les espèces avancées, au stade conscient, vers la forme qu'avaient adoptée les humains. Les Hélios, avant les humains, avaient eu cette forme humanoïde, et les grands anciens aussi n'avaient pas été bien loin de celle-ci, avant de tomber dans leur sommeil millénaire. Stupéfaits d'une telle connaissance de l'univers, les grands anciens suivirent le jeune Atum de très près. S'ils avaient déjà passé plusieurs millions d'années d'existence à explorer l'univers, cela ne représentait qu'une fraction de seconde pour les grands anciens. Cependant, maintenant qu'ils connaissaient les capacités d'Atum et de ses congénères, leur attitude méprisante à l'égard des Elohim s'était transformée en un respect circonspect. En effet, on ne pouvait se moquer d'une espèce capable de créer la vie et de l'utiliser afin de former le chef-d'œuvre qu'était l'humanité. Les grands anciens suivirent donc les actions d'Atum avec un grand intérêt.
Ils le virent dans ses tentatives de modification génétique, passant des batteries humaines au quadribrachium, puis peaufinant les diverses humanités en commençant par les hommes des marais jusqu'aux anthropomorphes. Durant la période où les grands ancêtres avaient été des êtres actifs, des éons avant l'existence des Elohim, on n'avait jamais laissé libre cours aux élans démiurgiques que certains grands anciens avaient éprouvés. Un tel sentiment s'était fait ressentir à de multiples reprises, mais ils avaient tous été réprimés, car considérés comme un vice immoral et libertin. Les grands anciens savaient aussi que la création d'une trop grande quantité d'espèces sentientes pouvait mener à de dangereuses conséquences si les dites espèces parvenaient à s'unir. C'est donc avec une certaine réserve que les grands anciens avaient observé les actes d'Atum. S'il avait obtenu leur respect, il était tout de même considéré comme un être immoral, inconscient des potentielles conséquences de la création d'un si grand nombre d'espèces sentientes. Encore une fois, les grands anciens n'intervinrent pas face aux actes dangereux d'Atum. Il fut un temps où ils l'auraient sévèrement réprimé, mais maintenant, leur non-interventionnisme les poussa à l'extrême décision de ne rien faire pour contrer cet événement, pouvant mettre en danger toute la vie dans l'univers. Même la leur n'était pas à l'abri des conséquences qu'ils prévoyaient en réponse à la naissance d'une telle quantité d'êtres sentients. La réprimande ne se fit donc jamais venir, et les grands anciens décidèrent au contraire que, si ces êtres sentients s'unissaient, ils les laisseraient mettre fin à leur jour. Cette décision en apparence irrationnelle n'était que la manifestation de pensées sagement mûries qu'entretenaient déjà les grands anciens depuis bien longtemps. Chapitre 30. C'est ainsi que l'humanité et ses multiples copies modifiées furent enfin laissées tranquilles. Personne n'avait été mis au courant de leur existence excepté Atum lui-même, ainsi que le silencieux regard des grands anciens. Il n'y avait donc plus que ces derniers pour surveiller leurs actions, mais plus personne ne serait là pour les tourmenter par le moyen d'altérations génétiques saugrenues. Cependant, jamais ils ne surent qu'ils possédaient cette nouvelle liberté, tout comme ils n'avaient jamais appris qu'ils étaient prisonniers du joug d'Atum. Malgré cela, une grande différence émana clairement dans la manière dont se comportaient les différentes sous-espèces anciennement assujetties. Un épanouissement concret se produisit à grande échelle au sein de ces humains modifiés. Chez les hommes des marais, le changement fut drastique, d'un point de vue mental, mais surtout d'un point de vue physique. En effet, les hommes des marais n'avaient pas subi de modifications cérébrales, et leur progression dans les sciences et la philosophie se faisait de la même manière que pour les humains. Lentement mais sûrement, ils développèrent des connaissances vastes et précises de leur environnement. Malheureusement pour eux, une barrière conséquente vint se dresser devant eux, leur incapacité à communiquer. Leurs corps étaient trop raides et bourrus pour permettre d'échanger la moindre information. Leurs mâchoires étaient comme paralysées, empêchant ainsi toute forme de communication orale, à l'exception de sons gutturaux les plus primaires. Ils développèrent alors leur capacité cognitive au maximum de ce qu'ils pouvaient faire individuellement. Malgré cela, les hommes des marais se tinrent en groupe, préférant instinctivement vivre en société plutôt qu'en ermite. Puis, peu à peu, leur langue se délia et leur mâchoire se complexifia, de sorte qu'une ébauche de langage vit le jour, se transformant progressivement en un langage à part entière, alors qu'ils évoluaient. Leur corps aussi se développa, leur permettant une plus grande grâce ainsi qu'une meilleure agilité. Leurs membres s'élancèrent tandis que leur torse s'amincit, puis deux nouveaux membres apparurent sur le haut de leurs flancs. Ils poussèrent et devinrent un jour des bras, munis de mains préhensiles, à leur extrémité. Sous cette forme, on les appela les Égypans. Vint alors une période étrange dans leur histoire, un bref instant à l'échelle de l'humanité des marais, où ils se trouvèrent dans l'incapacité de communiquer leurs pensées de manière significative, mais furent capables de s'exprimer par l'art manuel. À l'aide de leurs bras nouvellement acquis et des outils qu'ils se fabriquèrent, ils se mirent à sculpter dans les arbres aquatiques. En l'espace d'une dizaine de générations, ils apprirent à sculpter avec une habileté sans pareille dans la galaxie. Des formes complexes et variées éructèrent alors là où des arbres avaient poussé. Des sculptures anguleuses, des bouts de bois étriqués, se confondant en un seul et même morceau, des courbes organiques représentant les proches décédés, une odyssée fictive à travers les marais, un portrait de famille ou un quelconque événement marquant. Tout était possible et tout fut fait.
Progressivement, les Égyptiens apprirent à communiquer des idées abstraites par le biais de la sculpture et un langage se développa autour de ce concept. Puis, ils allèrent encore plus loin et commencèrent la construction de bâtiments à partir du bois excédant de leur sculpture. Et rapidement, une vraie civilisation d'Égyptiens apparut. Si leurs mâchoires et leurs langues se développaient encore, ils ne s'en préoccupèrent pas. Lorsqu'il leur fut possible de créer un langage à partir des organes vocaux, ils rejetèrent l'occasion, la jugeant bien moins prometteuse que la communication par la sculpture. Ainsi commença la civilisation des Égyptiens. Chapitre 31. Contrairement aux autres espèces, les quadribrachiums avaient subi des modifications au niveau cérébral, ce qui avait entraîné une régression de plus d'1 million d'années et fit d'eux la sous-espèce humaine la moins développée. Alors que les autres hommes modifiés donnaient naissance à des civilisations dignes de ce nom, les quadribrachiums étaient encore au stade de chasseurs-cueilleurs, se promenant sur une planète hostile, habitée d'êtres étranges, de provenance extraterrestre. Grâce aux modifications intellectuelles qu'avait faites Atum, les quadribrachiums s'étaient trouvés dans l'impossibilité de détruire l'environnement dans lequel ils avaient été abandonnés pour leur propre profit, comme l'avaient fait les humains sur Terre. Même les constructions les plus simples leur étaient inconcevables, faute d'un intellect suffisamment développé. Les plantes et animaux qui se trouvaient déjà sur cette planète n'étaient pas exactement comme on pouvait le croire. Faune et flore se confondaient, et il n'était pas rare d'observer des plantes se mouvoir ou des animaux s'arrêter abruptement sans jamais parvenir à sortir de leur engourdissement. L'équivalent local de ce que les humains appelaient un arbre avait la capacité de se déraciner après plusieurs dizaines d'années d'immobilité, pour soudainement se mettre à ramper à l'aide de centaines de pattes qui étaient devenues leurs racines. La forme de vie la plus abondante sur la planète était un petit insecte similaire aux fourmis qui était tellement envahissant qu'il arrivait aux quadribrachiums de rencontrer des plaines entières tapissées de leurs cadavres. Leur prédateur était un animal poilu, fourni d'un museau muni de tentacules, fouillant dans la terre à leur recherche. Mais la plupart du temps, ce museau n'était pas nécessaire. Les petits insectes se tenaient en colonies souterraines gigantesques, qui restaient à quelques centimètres de la surface. Pour une raison inconnue, des colonies entières pouvaient mourir subitement, sans aucune explication. Les insectes ressurgissaient du sol et s'éteignaient tous ensemble à la surface, créant ainsi de sombres tapis que leurs prédateurs s'empressaient de balayer à l'aide de leurs tentacules. Les quadribrachiums ne découvrirent jamais ce qui causait de tels génocides, mais il faut dire qu'ils ne démontrèrent pas beaucoup d'intérêt pour la question. S'ils avaient cherché un peu, ils auraient eu tôt fait de découvrir que la mort des insectes coïncidait toujours avec le passage récent de l'un des leurs sur la colonie. Pendant une douzaine de millénaires, les quadribrachiums vécurent avec difficulté. La température, les prédateurs, la rareté de la nourriture, les maladies, l'eau insalubre, tout était contre eux, car l'environnement de leur planète d'adoption n'avait pas été conçu en prévision de leur arrivée subite. Ils avaient donc créé un débalancement considérable dans l'écologie de la planète, et la friction résultante de cela était encore bien présente plusieurs milliers d'années après leur arrivée. La seule chose qui les garda en vie fut leur capacité à se reproduire rapidement, permettant ainsi de réduire leurs chances d'une extinction subite. Au 12e millénaire, ils inventèrent les outils et entrèrent dans une nouvelle phase de leur évolution. À partir de ce jour, les quadribrachiums devinrent les centimans. Après quelque temps, chaque centiman savait comment fabriquer une lance ou tailler une pierre pour en faire un couteau de fortune. À partir de ce jour, la vie fut un peu plus simple pour les humains à 4 bras, mais ils n'eurent pas l'occasion de donner naissance à d'autres innovations avant bien longtemps. Chapitre 32. À la suite de la séparation de l'espèce des hommes métalliques en deux, la conquête de l'espace se fit plus rapidement. Les Talosiens étaient bien plus nombreux et le minéralisme avait la main mise sur tout ce qui lui plaisait. Ainsi, les hommes métalliques non-croyants étaient en danger. Nombre d'entre eux furent persécutés et parfois tués en raison de leurs différences, qu'elles soient physiques ou d'ordre religieux. Après quelques mois, le prêtre suprême du minéralisme fit un appel à tous et invita ses fidèles à rejoindre l'espace et à conquérir les planètes encore inexplorées. L'espace, disait-il, était propice à l'éveil minéral, tandis que rester sur sa planète natale était signe de négligence, de son propre esprit
et menait à Latonii. Ainsi, les Talosiens quittèrent Kepler 69c et laissèrent les hommes métalliques sur la planète, allant même jusqu'à expatrier les non-croyants de retour sur la planète natale. Pendant le siècle qui suivit, les deux sous-espèces ne communiquèrent pas entre elles. Pendant que les hommes métalliques se multipliaient sur Kepler 69c et perfectionnaient des armes et des technologies de défense, les Talosiens se répandaient à travers la galaxie grâce à la fusion nucléaire et au collecteur Bussard. Dû aux longues distances et à l'espace immense des planètes découvertes, la multiplication des Talosiens se fit hautement supérieure à celle des hommes métalliques. La conquête de l'espace encourageait la prolifération de l'espèce. De cette manière, ce qui n'était qu'une petite religion se transforma en un empire théocratique, sous la direction du prêtre suprême. Pendant leur voyage à travers la galaxie, les Talosiens virent de nombreuses espèces sentientes telles que les Éos et tous les ersatz humains qui, à cette époque, n'étaient pas encore à un stade suffisamment avancé pour le voyage interstellaire. De plus, ceux-ci n'étaient pas dotés de corps métalliques. De ce fait, les Talosiens les considéraient comme inférieurs et n'allèrent pas à leur rencontre, se contentant plutôt d'ignorer les systèmes planétaires avoisinants ceux habités. De toute façon, l'univers était trop grand pour se disputer un territoire si petit. Puis vint un jour où les hommes de l'espace décidèrent à leur tour de visiter l'espace. Pendant trop de temps, ils avaient été confinés sur Kepler 69c. La planète était surpeuplée et ils possédaient la technologie nécessaire pour coloniser d'autres planètes. Les hommes métalliques recommencèrent donc la colonisation de l'espace, espérant toutefois ne pas se mêler à leurs anciens compatriotes, les Talosiens. Toutes les planètes du système de Kepler avaient été abandonnées en raison des directives du prêtre suprême. Celui-ci avait entretenu la haine des Talosiens envers leurs ancêtres et avait fini par interdire tout contact avec eux. Ainsi, vivre dans le système planétaire d'origine était devenu mal vu, ce qui avait, peu à peu, mené à l'abandon total de l'endroit. Les hommes métalliques purent donc se contenter de coloniser ces planètes, mais cela fut rapidement insuffisant. Leur population grandissait à toute vitesse et l'espace se faisait déjà trop rare. Se voyant dans l'obligation d'aller encore plus loin, ils allèrent au-delà de leur système planétaire, ce qui enclencha une guerre avec les Talosiens. Sortir du système était une nécessité, mais les Talosiens refusèrent de laisser leurs ancêtres se répandre dans l'empire minéraliste. Ainsi commença la Grande Guerre, une guerre que les hommes métalliques avaient anticipée et pour laquelle ils étaient préparés. En effet, depuis longtemps ils avaient craint le retour des Talosiens, ce qui les avait poussés à développer des armes et des défenses plus avancées que nécessaire. Ainsi, même si les Talosiens étaient supérieurs en nombre, ils ne l'étaient pas technologiquement. Des planètes entières furent rasées. Des systèmes planétaires se virent déstabilisés par des éruptions solaires artificielles. Des planètes furent déviées de leur orbite vers leurs astres brûlants. D'autres implosèrent par altération gravitationnelle. Ainsi, les méthodes de destruction massive et de génocide planétaire furent toutes utilisées. Au terme de cette guerre sanguinaire, les deux races furent complètement décimées. Certes, il y eut quelques survivants du côté des Talosiens réfugiés à l'autre bout de la galaxie, mais ceux-ci eurent au fait de mourir. Le système de colonisation nécessitait un apport constant de ressources extérieures pour survivre, et lorsque ce système fut brisé, les colons survivants s'éteignirent peu à peu, laissant ainsi mourir les deux espèces. Néanmoins, il y eut des survivants. Ces survivants n'étaient ni des hommes métalliques, ni des Talosiens. On les appela les golems.